Ce type n'avait qu'un seul objectif, vivre la vie la plus facile possible. Et pendant un moment, ça marchait vraiment. Il s'était créé l'installation ultime grâce à son pouvoir de clonage. Un double portait des cartons en entrepôt, un autre enchaînait les séries au sport, tandis que l'original flânait au soleil, un verre à la main, voyant son compte franchir les 32 millions de once. Sans sueur ni douleur, juste des résultats. C'était le rêve du revenu passif alimenté par lui-même. Puis Sien s'est déchiré. Des éclairs verts ont déchiré le ciel et d'immenses dragons ailés ont fondu sur la ville. Les immeubles se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Son monde s'est écroulé en quelques minutes. Il restait là, assis dans les décombres, sa chemise blanche couverte de sang, à contempler ce qui était autrefois sa vie. La plupart des gens auraient tout lâché. À lui, car sa motivation n'a jamais changé. Il se battait pas pour être un héros ou sauver qui que ce soit. Il voulait juste bien manger et se reposer, mais le seul moyen d'y parvenir était de traverser l'apocalypse. Le voilà désormais dans un désert, armure dorée au dos et lame en main, parmi des restes de monstres. La routine continue. Elle est devenue plus mortelle. C'est là que la vraie menace apparaît. Une bête colossale au masque d'os et aux yeux orange surgit, faisant trembler le sol. Son rugissement silencieux vibre au plus profond, et notre gars ne scie pas, car il n'est pas venu seul. Il est venu avec lui-même. Ses clones débarquent de tous les côtés. L'un porte une casquette, un autre un sweat à capuche, un autre encore une tenue tactique, mais tous ont le même visage, la même détermination, se déplaçant comme un seul esprit réparti dans une douzaine de corps. Ils assaillent le monstre de toutes parts, taillant dans sa chair pendant que l'original s'avance. De l'électricité violette crépite sur ses épaules. Une aura violente s'accumule autour de lui, se répandant dans l'air, puis elle explose en une vague aveuglante d'énergie violette qui engloutit tout le champ de bataille. C'est ça la capacité, c'est ça la puissance. Cloner non seulement des corps, mais aussi la volonté. Chaque copie frappe avec la même intensité que l'original, parce qu'ils partagent tous le même rêve, et ce rêve, se détendre, manger, se reposer. Il s'avère que c'est largement suffisant pour devenir inarrêtable. Le travail s'accumule sur un bureau encombré sous la lueur froide d'un écran d'ordinateur. Les supports d'études restent intacts. Même les repas ressemblent à une corvée de plus. Mais le désir tire dans la direction opposée. Des champs de bataille virtuels à travers un casque de jeu, des vues côtières depuis des remparts de pierre, une bière entre amis et la main d'un amoureux au soleil. La frustration se résume à une seule question. Pourquoi ne peut-on faire qu'une seule chose à la fois ? Le souhait d'avoir un double, un clone pour gérer le travail pendant que l'original profite de la vie. Dans un éclair de mana bleu, ce rêve impossible commence à se matérialiser. Sous le ciel éclatant d'une ville moderne, Zhang Sanggu se tient dans une foule agitée, vêtu d'un lourd sweat à capuche bleue avec Overload écrit dessus. Il est épuisé, les yeux lourds, tandis que les autres rêvent de compétences légendaires et d'éveil héroïque. Alors que tout le monde se vante du pouvoir qu'il espère recevoir, Sanggu, lui, veut juste rentrer chez lui. Le souhait d'un second corps persiste comme une prière. Un chasseur de classe A, par Quente, monte sur scène et ajuste son micro. Il explique le 10e programme d'éveil de portail du gouvernement, une exposition calculée à la mana destinée à faire émerger le potentiel latent. Des images d'électricité violette jaillissant et de guerriers éveillés illustrent la transformation à venir. Par Quente offre un espoir professionnel avant d'appeler le premier groupe à s'avancer. La file avance avec une efficacité clinique. Sanggu s'essuie le front, le cœur battant, avant son tour. Un membre du personnel vérifie son identité en scannant l'appareil à son poignet. Groupe 37, numéro 7. Elle lui fait signe en direction du portail. Une déchirure verticale et irrégulière parcourue d'éclairs bleus violents. Sanggu prend une inspiration hésitante et se jette dans le vide vacillant. La mana envahit tout son être alors qu'une interface numérique se superpose à sa conscience. Du code défile dans l'obscurité, le reconnaissant comme un habitant de la Terre. Le système lui accorde l'autorité, finalisant l'enregistrement dans un éclair aveuglant. Sanggu s'effondre sur un sol froid, haletant. Il se tient la tête, ayant l'impression que son crâne va se fondre. Lorsque sa vision s'éclaircit, il se retrouve dans un immense hall high-tech. Des drones bourdonnent dans les airs. Il regarde autour de lui, voit les cuves bleues et les recrues désorientées, comprenant qu'il est au bon cœur. Dans le chaos du hall, l'estomac de Sanggu se noue de nausée. Alors qu'il se plie en deux, pâle et en sueur, l'air derrière lui s'embrase d'une lumière dorée. Une jeune femme pousse un cri de joie, sa silhouette encadrée par des ailes de phénix enflammées. Des hommes en costume élégant, représentant de guildes, l'encerclent aussitôt, lui proposant des contrats. Sanggu observe la scène, le cœur lourd, l'envie se mêlant à son malaise physique. Un homme en costume marron s'approche avec un sourire parfaitement maîtrisé. Il le félicite et lui demande comment il se sent. Sanggu avoue qu'il se sent très mal, son corps tremblant encore. Le recruteur lui suggère de vérifier les compétences qu'il vient d'acquérir. Dans un soupir, Sanggu se concentre. Une fenêtre de statue translucide et bleutée scintille devant lui. Les chiffres sont décevants.
Force, réflexe, santé et endurance sont tous bien en dessous d'un point. Sa réserve de mana est bien inférieure à ce qu'il espérait. Cependant, ses yeux glissent vers la section des compétences. Clonage au niveau 1 lui permettant de créer un seul double. Une compétence passive, renforcement du clone, garantit que le double hérite de la moitié de ses attributs. Sangoose demande si un tel pouvoir pourrait lui faciliter les tâches quotidiennes. Le recruteur l'interroge sur sa compétence. Sangu répond « le clonage ». L'homme perd son sourire et rit jaune. Il évoque un précédent éveillé au clonage d'illusions, un pouvoir inutile sans interaction physique possible. Sangu se tait, omettant que ces clones sont bien plus que des images. Le recruteur propose de s'exhiber devant les officiels, le ton empreint de pitié. Une onde de choc traverse la pièce. Un homme change son bras en pierre, rugissant d'effort et déployant sa force. La pression fait que Sangu se sent encore plus petit. Cherchant à s'échapper, il demande où se trouve la sortie. Le recruteur le dirige vers l'enregistrement pour être scanné. Sangu rejoint la file d'attente, se retrouvant finalement devant une cabine de scan baignée d'une lueur vert citron. Un employé confirme sa compétence de clonage et prévoit de développer d'autres capacités. L'enregistrement finit vite, les données transmises au bracelet noir à son poignet. Il se retrouve dans un bus silencieux, appuyé contre la vitre, tandis que la ville défile dans un flou. Il fixe le bracelet numérique, frappé par la rapidité avec laquelle son avenir a été quantifié. L'hélice d'ADN lumineux sur son bracelet pulse alors qu'il réfléchit à sa compétence. S'approche de son modeste immeuble et entre avec un soupir fatigué, saluant sa rangée de moniteurs bourdonnants. La pièce est baignée de la lueur artificielle des écrans affichant un monde numérique où des avatars s'affrontent. Il s'enfonce dans son fauteuil, prêt à replonger dans la routine. Ses doigts dansent sur le clavier. Il navigue dans l'inventaire numérique, mais les résultats sont décevants. Il fixe un bouclier en fer aux statistiques médiocres, le rejetant comme une bricole. La frustration monte d'un cran. Il se jette sur son lit en poussant un grognement. Les mains derrière la tête, il fixe le plafond alors que la réalité s'impose à lui. Le jeu sur lequel il compte perd en popularité. Les pensées liées aux frais de scolarité et au loyer planent comme des ombres. Il envisage de trouver un petit boulot, souhaitant désespérément quelqu'un prenne le relais de ce fardeau. L'idée le frappe comme un éclair. Il se redresse brusquement, les yeux écarquillés par la révélation. Le clone! Il regarde le bracelet métallique à son poignet, la décision se faisant plus ferme. Il se place au centre de la pièce, l'expression concentrée. Une vague d'énergie saphir émane de son corps, léchant l'air comme des flammes froides. La lumière s'intensifie, projetant de profondes ombres tandis qu'il se prépare. Il prononce l'incantation, la voix ferme malgré la puissance brute qui tourbillonne autour de lui. L'aura bleue explose en un maelstrom violent de lumière et de feu éthéré. L'air s'épaissit de chaleur et de pression alors que l'énergie se condense en un turquoise éclatant. Un éclair explosif de lumière blanche envahit l'appartement avant de se résorber en une épaisse brume. Alors que la vapeur se dissipe, une main et un pied nus émergent de la brume. Debout dans la pièce se tient un double physique parfait, dépourvu de vêtements et entouré de volutes persistantes. L'original reste figé, la sueur coulant le long de sa tempe alors qu'il fixe son propre visage, la bouche légèrement entr'ouverte dans un silence stupéfait. La vapeur s'élève de la silhouette au centre de la pièce, un miroir parfait, un jumeau silencieux né du néant. Sangu fixe sa propre image nue, la bouche grande ouverte. Il demande si c'est vraiment un clone. Le double confirme calmement, restant immobile et attendant le prochain ordre. Lorsqu'on lui demande s'il peut être touché, le double hoche la tête respectueusement, l'appelant maître. Le cœur de Sangu bat la chamade. C'est au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Il se frappe la joue. La douleur le ramène à la réalité. Il tend la main, ses doigts effleurant l'épaule du clone. C'est belle, chaleur solide, muscles fermes, aucun bord scintillant. C'est un corps vivant qui respire, bien physique. La gêne le frappe lorsqu'il réalise la situation embarrassante. Il ordonne au clone de s'habiller et désignant le sweatshirt posé par terre. En quelques instants, le double porte un hoodie assorti, se tenant au garde à vous. Sangu se demande si les ordres mentaux fonctionnent. Le clone le confirme. Il pense à un ordre pour que le clown s'assoie. Le double s'accroupit aussitôt. La prise de conscience le submerge comme une vague. Il n'a pas besoin de parrain. Ses pensées font loi pour le clone. Il fait passer le clone à l'épreuve, lui ordonnant de se lever et de répéter des exercices. Le clone s'essouffle vite, en nage. Sangu voit que les limites du double reflètent sa faible endurance. Son téléphone vibre. Dyongdo se vante de ses talents de chasseur et se moque de lui, le traitant d'ermite expert en sommeil. Il ricane et tape une courte réponse. Derrière lui, le clone peine à respirer. Soudain, un panneau bleu clignote devant ses yeux. Sa propre endurance a augmenté d'une fraction. L'absurdité le fige. L'effort du clown aide sa progression. Pendant ce temps, George Lucas domine la ville du haut d'un gratte-ciel, sa blouse flottant au vent. Un ranker de classe S qui a conquis la tour d'Odin. Dans les bureaux du groupe des éveillés, son assistant rapporte que 80% de la population s'est éveillée. Il demande ce qu'il en est des 20% restants. Elle prévoit un éveil total d'ici 5 ans.
Georges contemple la métropole, réfléchissant à un avenir où chaque âme sera touchée par le pouvoir. Sous un ciel dégagé, le jeune homme en sweat à capuche vert olive pousse son corps à la limite. Sa respiration est haletante et saccadée. Ses pas martèlent le sol en tournant près du parc. Deux hommes sur un banc le guettent, inquiets. Il note qu'il est là chaque jour, emmitouflé malgré la chaleur, craignant qu'il ne s'effondre. Le coureur ralentit, essoufflé. Un jeune garçon lui tend de l'eau pour l'aider. Le coureur écarquille les yeux. Sans un mot, il s'élance soudain à toute vitesse, laissant le garçon perplexe. Loin de cette scène publique, le vrai Sangu se tient chez lui. Il monte sur une balance, 78,4 kilos. Il observe son reflet, remarquant la mâchoire plus marquée et sa transformation affinée. Bien qu'il mange 2 fois plus, il a perdu 9 kilos en un mois. Les fenêtres système clignotent, annonçant des augmentations progressives d'endurance, de résistance et de réflexe. La compétence qui s'est manifestée reflète ses désirs les plus profonds. Assis dans sa cuisine, Sangu repense aux règles qu'il a découvertes. D'abord, la douleur et l'épuisement du clone n'affectent pas son corps principal. Il peut regarder son double se fatiguer en restant en forme. De plus, le clone est temporaire. Il s'évapore en cas de dégâts excessifs ou de limite atteinte. Tertio, la synchronicité. Si le corps de Sangu se muscle, ses clones suivent aussitôt. Quatrièmement, la distance n'est pas un obstacle. Allongé sur son lit, il peut envoyer des ordres mentaux à son double dans le parc. La silhouette encapuchonnée s'arrête soudain de courir et se met à faire des pompes, au grand étonnement des passants. Enfin, un clone ne peut pas créer un autre clone. S'il le pouvait, il aurait une armée infinie, un pouvoir que le monde ne tolérerait pas. Curieux, Sangu consulte le wiki des Hunters. Le niveau 1 est le maximum pour un humain non éveillé. Le site explique que les stats sont très durs à monter. Avec un entraînement classique, impossible pour un éveillé d'augmenter une statistique de 0,001 en une journée. Sangu fait apparaître son écran espatu. Une lumière bleue éclaire son visage. Sa force est passée de 0,7 à 0,707. Réflexe, endurance et résistance affichent des bons similaires. Il sourit, conscient de son avantage. Comme ses clones n'ont jamais besoin de se reposer et peuvent exécuter des ordres jusqu'à l'épuisement, il condense des années d'entraînement en quelques semaines. Il s'adosse dans sa chaise de gamer, les doigts croisés derrière la tête. Son esprit calcule les occasions manquées. Si s'était poussé autant que son clone, sa progression aurait été fulgurante, mais son corps se serait brisé sous un tel entraînement. Son regard se pose sur un flyer posé sur son bureau. Vécu la même journée qu'hier? Il prend le papier, une publicité pour la salle Tough Body Gym qui promet une transformation grâce à un entraînement rigoureux. Il fixe le texte, l'expression indéchiffrable. Derrière le flyer, les écrans d'ordinateur vibrent d'une vie numérique. Des villages fantastiques montrent des silhouettes au combat, entre chocs d'épée et éclats de magie. Un sourire confiant s'affiche alors qu'une stratégie germe. Il se cale dans son siège, passant de la pub de la salle de sport aux batailles sur ses écrans. La répartition des tâches est évidente. Il sera la tête, apportant intelligence et direction depuis sa chaise, tandis que son alter ego servira de membre, endurant la peine physique et le combat au-delà de l'écran. Sangu fixe l'écran de son téléphone, affichant 123 801. La réalité le frappe de plein fouet. Il ne reste plus rien pour les frais d'inscription. Il doit compléter ses revenus. Se dirigeant vers son bureau, il cherche un travail manuel, en particulier sur les chantiers, pour se renforcer physiquement tout en gagnant de l'argent. Après avoir fait défiler les annonces, il s'arrête sur le centre logistique Wukong. Des tâches de livraison simples, payées en espèces, 100 000 won par jour. L'opportunité semble idéale, mais son clone ne peut pas effectuer de tâches qu'il n'a pas lui-même expérimentées. Il doit d'abord maîtriser le travail. Il appelle le numéro de contact. Le recruteur est direct. Pas d'entretien, il suffit de venir et de travailler. Lorsqu'on lui demande s'il peut commencer aujourd'hui à 18h30, Sangu hésite un instant avant d'accepter. Soir-là, l'immense centre logistique Wukong se dresse devant lui. Sangu arrive accompagné d'une silhouette vêtue d'un sweat à capuche sombre, d'une casquette de baseball et d'un masque blanc, son premier clone numéro 1. Il lui dit d'utiliser le nom Gyeongdo et de suivre son exemple. Un homme plus âgé en chemise jaune, Monsieur Do Ok-shil, s'approche avec un sourire surpris, remarquant à quel point Sangu a maigri. Sangu présente le clone masqué comme un ami. Sangu dégage une assurance certaine en jetant un coup d'œil au bracelet noir à son poignet. L'icône holographique bleue confirme son statut d'éveillé. Un sourire suffisant se dessine sur ses lèvres. Il compte finir ce travail rapidement et se récompenser avec des ramen. Derrière lui, la silhouette masquée observe en silence. La réalité vient briser cette confiance. Des heures plus tard, Sangu est affalé contre des caisses, le visage trempé de sueur et le souffle court. Il admet avoir été arrogant sur ses limites. Tout près, l'homme masqué soulève des caisses lourdes sans relâche. Les autres ouvriers bougent avec une aisance acquise que Sangu ne peut égaler. Un homme plus âgé porte une caisse sans effort. Sangu regarde son collègue masqué faire tout le travail et éprouve du regret. La nuit s'est complètement emparée du ciel. Une voix annonce une pause d'humeur. Sangu s'effondre contre un mur en béton à côté de l'homme masqué. Un homme en polo jaune s'approche avec des boissons.
Il s'appelle Kim Jong-do et félicite Sang-gu pour son ardeur au travail. Il remarque leur endurance impressionnante car la plupart des recrues fuient avant la première pause. Tandis que Sang-gu rit avec les autres, il est intérieurement désespéré. Seul son solde bancaire dérisoire leur tient. Jong-do demande dans quelle université étudie Sang-gu. Université Gyeonggokocho. Les yeux de l'homme plus âgé s'illuminent de respect. Sang-gu explique qu'il est entré grâce à une admission spéciale et à des diplômes techniques. Jong-do se frotte le menton d'un air pensif, son expression changeant. Il demande à Sang-gu s'il accepterait de donner des cours particuliers à sa fille au lieu de travailler à l'entrepôt. 50 000 won pour une séance de 2 heures, 1 ou 2 fois par semaine. Sang-gu accepte sans hésiter. Resté seul la nuit, Sang-gu s'étire le dos endolori. Une interface bleue clignote devant lui. Son endurance et sa résistance augmentent par de minuscules paliers. Il sourit, encouragé d'avoir décroché un travail et amélioré ses statistiques. Son estomac gargouille. Il tend la main vers un sac plastique noir, mais ne trouve que du vide. En tournant la tête, il aperçoit l'homme masqué tout près, les joues gonflées alors qu'il enfourne du pain et du poulet dans sa bouche. L'expression de Sang-gu vire à l'exaspération pure. Étalé sur son lit, il pousse un gémissement. Chaque muscle proteste. Il décide de confier la corvée au clone numéro 1 à partir de maintenant. Après avoir mangé, la porte s'ouvre pour révéler numéro 1 dans son sweat à capuche taché de crasse. Il ordonne au double d'aller se farer. Une fois propre, numéro 1 se tient docilement, la main tendue. Une aiguille brille entre les doigts de Sang-gu. Il pique le doigt du clone. Une seule goutte de sang perd. Numéro 1 ne broche pas. L'esprit de Sang-gu se fixe sur une page du Wiki Hunter. La régénération se débloque en blessant son propre corps à plusieurs reprises et en le laissant guérir naturellement. Il se demande si un mois de petite piqûre donnera des résultats. Il ordonne au clone de manger quand il a faim et de suivre un entraînement rigoureux, lui tendant un smartphone de rechange. Une main lourde s'abat sur l'épaule de Sang-gu. Kim Jong-do lui adresse un large sourire, remarquant combien il a maigri. Sang-gu brandit un flyer de la salle de sport. Ils arrivent au Tough Body Gym. À l'intérieur, l'atmosphère est chargée de concentration. Un homme fait des curls avec des haltères lourds. Un membre du personnel les accueille et leur explique une promotion. Sang-gu s'inscrit pour 3 mois, mais demande à ce que le coach surveille personnellement sa posture sur chaque machine. En privé, il sait qu'il laissera son clone s'occuper de l'effort tôt ou tard. L'entraînement commence. Sang-gu s'allonge sur un banc incliné, saisit la barre et la pousse vers le haut. Son visage devient rouge vif. Soudain, un rugissement tonitruant résonne dans la salle. Un poids énorme s'envole dans les airs. Des veines saillent le long d'avant-bras et peur. L'intensité de la scène pousse les membres à s'arrêter et à regarder. Jong-do se redresse, la poitrine haletante. Il a l'air transformé et ses muscles gonflés et tendus. Le coach s'approche, incrédule. Jong-do avoue que c'est la première fois qu'il met les pieds dans une salle de sport. L'entraîneur se demande si sa puissance résulte d'un éveil et s'enquiert de ses statistiques de force. Sang-gu réfléchit à la valeur de 2,1. Bien que la force soit excellente pour soulever des poids, il privilégie l'endurance. Si une force relativement ordinaire donne de tels résultats, il se demande à quel point les chasseurs d'élite doivent être redoutables. Son téléphone vibre. Young Dokchil demande à Sang-gu s'il a un moment pour discuter de cours particuliers. Sang-gu est d'accord. Il traverse les rues de la ville en direction du complexe d'appartements. L'ascenseur le monte. Il trouve la porte 603. Avant de frapper, une dispute animée filtre à travers la porte. La voix d'une jeune femme s'élève, exigeant de savoir pourquoi son père a décidé cela seul. Elle insiste pour qu'il appelle le visiteur et lui dise de ne pas venir. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Jang surgit en criant en retour. Il ne voit pas Sang-gu qui se trouve sur son char. La collision est soudaine et violente. Sang-gu s'écrase lourdement au sol, se tenant le visage alors qu'une vive douleur lui arrache des larmes. En levant les yeux à travers sa vision brouillée, il voit Jang Dokchil figé par la stupeur. Derrière lui, une jeune fille en uniforme scolaire se tient sur le pas de la porte. Ses cheveux violets encadrent un visage totalement déconcerté lorsqu'elle réalise que la personne dont elle criait vient de s'effondrer sur son seuil. Sang-gu se tient dans la cuisine chaleureuse, tapotant un chiffon sur ses cheveux humides. Le maître de maison s'excuse de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Sang-gu balaie l'inquiétude d'un geste alors qu'une femme dépose des pommes tranchées. Elle fait remarquer combien il a maigri. Il explique qu'il s'est récemment concentré sur le sport. Se tournant vers la jeune femme assise à côté, il s'adresse à elle en l'appelant Mademoiselle Eon et se présente comme son nouveau tuteur. Elle est nerveuse, les doigts crispés sur sa jupe. Ses parents taquinent leur fille sur le fait qu'elle criait en signe de rébellion quelques instants plus tôt. On rougit jusqu'aux oreilles, réalisant qu'il a entendu son éclat. Lorsque Sang-gu lui demande de voir ses notes, la couleur quitte son visage. En prenant la feuille, son front se couvre de sueur. Ses mains tremblent en parcourant des notes catastrophiques. Des 6 et des 7 témoignent de grandes difficultés. Un lourd silence s'aborde. On enfouit son visage dans ses mains. Son père attrape rapidement sa veste et annonce qu'il part travailler. Sa femme le traite de traître. Sang-gu fixe la feuille, le poids de la situation lui tombant dessus. Il regarde la jeune fille abattue et adoucit son regard. Il avoue qu'il n'a pas eu un score élevé au SAT lui non plus et promet de lui donner ses astuces. Une lueur d'espoir brille dans les yeux d'Aeon. Ils échangent un signe de tête, prêts à fixer un planning. Au même moment, le vrai Sang-gu range son sweat dans son placard.
Il réfléchit à la situation en trouvant la jeune fille plus brillante qu'il ne l'avait imaginé. Le clone numéro 1 est déjà au travail, même s'il s'inquiète de devoir fournir des téléphones à un nombre croissant de doubles. Il s'installe dans son fauteuil de bureau, plusieurs écrans illuminant son visage. Il se connecte à Hunter Web à la recherche de compétences. Ses yeux parcourent les parchemins de télépathie et de chuchotement avant de s'arrêter sur une compétence familière. Elle permet de partager les sens et la vue avec une créature invoquée, parfait pour ses clones, jusqu'à ce que son regard tombe sur le prix. Il fixe l'écran, la bouche grande ouverte devant le coût ahurissant de 100 millions de wons. Le moniteur affiche un parchemin de compétences de télépathie à 400 millions de wons. Il tremble, réalisant le coût astronomique. Avec une telle fortune, on pourrait s'acheter une maison de luxe plutôt qu'une simple compétence. Il s'appuie en arrière, la réalité financière le rattrapant. Il se demande si les chasseurs gagnent vraiment assez pour s'offrir de tels trésors, sachant que ce parchemin est censé être d'entrée de gamme. Il vérifie le solde de son compte, 233 000 wons. La frustration monte d'un cran. Il s'effondre sur son lit. Fixant le plafond, une pensée dangereuse germe dans son esprit. Devrait-il être chasseur? Il parcourt les actualités, voyant des chasseurs de rang A possédant les plus luxueux appartements de Corée. Le monde a changé depuis le millénaire, lorsque des portails ont déchiré la planète et que des monstres ont déferlé lors de la grande catastrophe. Plus de la moitié de la population mondiale a péri. L'humanité semblait vouée à l'extinction. Cependant, des surhumains dotés de pouvoirs inexplicables ont relevé le défi, repoussant les monstres et remportant la victoire. Aujourd'hui, en 2023, ces chasseurs sont devenus un pilier de la société, récoltant des cristaux de mana sur les bêtes abattues. Il se rend compte que sa compétence nouvellement acquise est bien trop précieuse pour des petits boulots. Pris d'une soudaine détermination, il se redresse et attrape un coupe-vent jaune. Une sonnerie digitale retentit alors qu'une fenêtre système apparaît, annonçant que sa statistique de vitalité a été débloquée. Il traverse la ville, regardant une vidéo tutoriel sur l'examen de licence de chasseur. Il arrive au centre des chasseurs, un immense gratte-ciel de verre. En retirant ses écouteurs, il remarque immédiatement une différence. Il se sent plein d'énergie et vif, sans doute grâce à sa vitalité améliorée, malgré seulement quelques heures de sommeil. Il s'étire, la tension quittant ses muscles à mesure qu'il s'approche. À l'intérieur du hall, l'atmosphère est intense. Un vendeur présente une dague de haute qualité à un guerrier masqué. Un homme chauve nettoie ses armes à feu. Des vétérans aguerris traversent les couloirs avec une expérience mortelle. Il est momentanément frappé d'admiration. Une annonce résonne, informant les candidats que l'inscription à l'examen de licence se terminera dans 20 minutes. Il regarde vers les escaliers, l'anxiété lui serrant la poitrine. Le panneau au-dessus de l'entrée de la salle d'examen de licence de chasseur brille d'une lumière stérile, marquant le seuil d'une nouvelle vie. Il pousse la porte, la voix faible et hésitante. Dès qu'il entre, l'atmosphère passe du clinique au prédateur. Au lieu d'un hall ordinaire, il découvre des guerriers aguerris, des hommes aux cicatrices déchiquetées, d'autres enveloppés de bandages médicaux. Des individus dégageant une violence palpable sont assis à des bureaux. Il se fige, réalisant combien de concurrents redoutables se sont rassemblés. Des rires parcourent les premiers rangs. Deux candidats musclés ricanent, se moquant du nouveau venu pour son entrée timide et murmurant des insultes sur sa faiblesse. Leurs moqueries sont interrompues par le bruit lourd et rythmé de bottes frappant le sol. Des bottes de combat noires avancent vers l'avant avec une cadence autoritaire. Une main massive s'abat sur le pupitre, l'impact faisant vibrer le bois. Un homme aux larges épaules, vêtu d'une veste olive usée, se tient devant eux, son visage marqué par de vieilles batailles. Il se présente comme Han Yong-wan, un chasseur de classe C chargé de superviser l'examen de licence. Il expose le processus éprouvant qui les attend, épreuves écrites, tests pratiques et évaluation finale des aptitudes. Sa voix gronde, grave, alors qu'il lance un avertissement glaçant. Tout tricheur sera disqualifié et banni des examens pour 1 an. Le surveillant se penche, son œil unique scrutant la pièce avec une intensité prédatrice. Il affirme qu'aucun tricheur n'est jamais pardonné. L'atmosphère devient étouffante. Les deux hommes qui riaient tout à l'heure sont désormais raides, la sueur perlant sur leur front. Son goût avale difficilement, la gorge serrée alors que l'aura du surveillant s'abat sur ses épaules. Han Myung-wan se prépare à donner le signal du début de la première épreuve. Une berline blanche fond la lueur ambrée du coucher de soleil pendant que le PDG Kang Yun-mo se ferait un chemin dans la circulation urbaine. Son écouteur brille faiblement tandis qu'il assure à un supérieur que le dépôt complet arrivera avant la fin du mois. Des gouttes de sueur perlent sur son front malgré la climatisation. La pression des dépenses constantes avec des revenus minimes pèse lourdement sur lui. À 7h45, il jette un coup d'œil à sa montre, sachant que la dernière vague de candidats chasseurs devrait terminer leurs évaluations. Dans le centre d'examen, un jeune homme fixe d'un air vide l'hologramme bleu flottant au-dessus de son poignet. Le message le félicite d'avoir réussi en tant que chasseur de classe F, mais il semble totalement indifférent. Le cure-dent bouge dans sa bouche alors qu'il repense à la facilité ridicule de toute l'épreuve. L'épreuve écrite ne demandait qu'une simple mémorisation. Au stand de tir, les cibles étaient si proches qu'il semblait impossible d'échouer, et le test d'aptitude psychologique se résumait à une seule question sur le fait de tirer sur un autre être humain. Quand il a nié, l'examinateur a grogné un admis et il a laissé passer.
En sortant du grand bâtiment, il se demande si l'État n'a pas baissé les critères pour recruter plus de chasseurs. L'air frais du soir le frappe aussitôt, suivi par une nuée de recruteurs en costume-cravate qui fondent sur lui comme des vautours. Il s'incline profondément en tendant leur carte de visite avec des sourires parfaitement rodés. Il les observe avec scepticisme jusqu'à ce qu'un homme en costume noir lui barre le passage. Kang Junmo se tient devant lui, arborant un sourire professionnel mais désespéré, et lui présente une carte de visite immaculée de l'agence JMM. Il explique que sa boîte offre des services clés aux chasseurs pour une modique somme. Le jeune homme ne prête qu'à peine attention à son discours. Une fenêtre de notification éclatante surgit soudain devant ses yeux, annonçant que sa compétence de clonage est passée au niveau 2. Il peut désormais créer 2 copies identiques en utilisant son énergie interne. Pris au dépourvu, il lance rapidement la promesse de recontacter le recruteur plus tard et s'élance dans la foule. Kang reste seul sur le trottoir, son masque professionnel s'effondrant alors qu'il supplie silencieusement le garçon de ne pas l'oublier. La nuit tombe sur la ville, les étoiles scintillent au-dessus d'un immeuble tranquille dont les lumières restent allumées. Dans sa chambre, Sang-Gu cache son visage derrière sa main, ricanant d'un air malicieux. Il observe la brume translucide prendre forme devant lui. L'essence magique se solidifie en une réplique parfaite portant un sweat à capuche gris. Le processus continue jusqu'à ce que 2 clones soient prêts, l'un avec une capuche et l'autre torse nu. Sang-Gu rayonne de fierté, les mains sur les hanches alors qu'il s'adresse à eux. Il se réjouit du travail à venir, déclarant qu'ils sont enfin prêts à commencer leur aventure en tant que chasseurs. De l'autre côté de la ville, Kang Junmo est assis dans sa voiture, baigné par la lueur orangée des lampadaires. Il fixe la petite pile de cartes de visite de l'agence JM posée sur le siège passager, soupirant en repensant à l'effort qu'il a fallu pour les distribuer. Il s'adosse, épuisé, espérant en silence que ses efforts aboutiront à un contact tant attendu. Le gratte-ciel imposant de la guilde Aesong perce le ciel nocturne. C'est l'organisation la mieux classée de Corée. Dans un bureau, des documents tombent sur un bureau où un homme au visage balafré sirote dans une tasse orange. Junmo, employé ici, ramasse les papiers et parcourt la liste des paiements. Ses yeux s'écarquillent en voyant les écarts. Il fait remarquer que le central est indiqué bien en dessous du prix du marché, alors qu'il devrait valoir au moins 5 millions de wons. L'homme balafré reste impassible, suggérant à Junmo qu'il devrait être plus malin. Suivre toutes les règles à la lettre ne laisse aucun bénéfice. Il pose sa tasse avec fermeté et se lève, posant une main lourde et condescendante sur l'épaule de Junmo. Il reconnaît la droiture de Junmo, mais il prévient de ne pas être trop pointilleux sur les affaires de la guilde. Junmo serre les papiers, le visage crispé par la frustration contenue, une goutte de sueur coulant sur sa tempe. Plus tard, dans sa voiture, il se frotte le front, accablé de regrets, souhaitant être resté silencieux. Une sonnerie mélodieuse emplit soudain la voiture silencieuse. Junmo sursaute et sort son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Il répond avec prudence professionnelle, s'identifiant comme Kang Junmo de l'agence JM. La voix à l'autre bout du fil se présente comme Jong Sang-Gu, le jeune homme qui a récemment reçu sa carte de visite. Il se retrouve dans un café appelé Starlux. Junmo parcourt la salle du regard et aperçoit Sang-Gu à une table dans un coin, lui faisant signe de venir. Il s'approche en s'inclinant poliment, s'excusant pour un éventuel retard. Sang-Gu balaie l'excuse d'un sourire amical, précisant qu'il vient lui-même d'arriver. Il commande des boissons et bientôt un café glacé repose entre eux alors que les négociations commencent. Junmo se penche en revant et demande si c'est bien un terrain de chasse sûr, adapté à un débutant que recherche Sang-Gu. Sang-Gu le confirme simplement. Lorsqu'on l'interroge sur sa compétence, Sang-Gu répond qu'il est spécialisé dans le clonage. Le regard de Junmo se rétrécit tandis qu'il assimile l'information. Pour lui, le clonage n'est qu'une astuce creuse, créant des illusions incapables de se battre physiquement. Il considère cela comme un désavantage pour un novice qui a besoin de toute la force possible. Sang-Gu reste impassible, renversant la tête en arrière pour vider toute la tasse d'une seule traite. Junmo le regarde stupéfait et silencieux, une goutte de sueur perlante à sa tempe, se demandant si le jeune homme a vraiment tout bu d'un coup. Chassant sa distraction, il reprend son attitude professionnelle et fait glisser un contrat épais de l'autre côté de la table. Il commence à présenter les zones disponibles, en commençant par les terrains de chasse au slime. Les créatures translucides oranges ne sont pas agressives, mais leur mort libère des liquides toxiques et des gaz empoisonnés, nécessitant un équipement de protection lourd, ce qui rend les expéditions longues pénibles. Sang-Gu sort son smartphone et photographie méthodiquement les pages du contrat. Junmo passe à la deuxième option, les lapins cornus. Ces créatures sont insaisissables et difficiles à coincer, ce qui entraîne des marges bénéficiaires plus faibles. Mais la zone dispose d'une immense barrière de sécurité, permettant aux chasseurs de rester longtemps sans crainte. Bien qu'il existe d'autres monstres de bas niveau comme les rats géants, ces 2 terrains sont les seuls où Junmo peut garantir personnellement la survie. Sang-Gu étudie les documents, ses yeux s'attardant sur les détails de la rémunération. Sang-Gu admet que les 2 endroits l'intéressent, surtout les tarifs de vente des objets récoltés. Il déclare son intention de poursuivre le contrat, ce qui arrache un sourire soulagé à Junmo. Le recruteur ouvre son carnet pour finaliser les détails, s'adressant à lui formellement en tant que chasseur Jong Sang-Gu.
Il demande au jeune homme de choisir entre les deux lieux pour sa première chasse. L'atmosphère change instantanément. Son Wu oppose un refus cinglant alors que sa main bouge avec une rapidité surprenante, frappant le contrat avec un seau en bois. La force fait vibrer la table, laissant une marque circulaire rouge vive sur le parchemin. Junmo recule, les yeux écarquillés de stupeur. Il lève les yeux et swige. Deux versions de Sangul fixent en retour. À côté de celui en pull sans manche vert se tient un autre en chemise jaune, tous deux arborant la même expression calme et posée. Sangu explique que, lorsqu'il disait aimer les deux endroits, il voulait dire qu'il comptait chasser dans les deux simultanément. L'esprit du recruteur repart à toute vitesse vers une rencontre précédente avec un autre spécialiste du clonage. Dans ce bureau sombre, un chasseur ninja enchaîna des signes de main pour prouver son talent. Une énergie bleue jaillit et des spectres envahirent la pièce, luisant sous une lueur surnaturelle. Le ninja dégaina sa lame et ses doubles limitèrent, encerclant la table avec précision. Junmo fut saisi d'effroi quand,